Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, va-t-on vers une dissolution de l'Assemblée nationale à Madagascar? Le Premier ministre Roger Kolo vient d'échapper pour la 4e fois à une motion de censure contre son gouvernement. État d'urgence sur une partie du Sinaï en Égypte, une décision qui fait suite à un attentat suicide survenu ce vendredi et qui a fait des dizaines de victimes dans les rangs de l'armée. Puis la production agricole menacée en Ouganda. Une maladie affecte l'herbe à l'éléphant et risque de faire baisser les récoltes. Les plantes génétiquement modifiées apparaissent comme une solution face à ce problème. Mais avant de développer ces titres, le président Ian Khama, officiellement réélu au Botswana, il a obtenu un second mandat à la suite de la victoire de sa formation, le Parti démocratique du Botswana, aux élections législatives. Le BDP a obtenu au moins 29 des 57 sièges que compte le Parlement, une majorité qui a permis sa réélection immédiate. Rappelons que dans ce pays d'Afrique australe, ce sont les députés qui élisent le président. Sa prestation de serment est prévue pour lundi prochain. Confusion à l'Assemblée nationale malgache. Le groupe MAPA remet en cause l'efficacité de l'exécutif. Les partisans d'Andratoel ont en effet initié une motion de censure visant à forcer le gouvernement à démissionner. Une proposition qui fait réagir la majorité. Explication avec Aminata Diak. Remous au sein de l'Assemblée nationale malgache. Le bras de fer continue entre la majorité et le groupe parlementaire des partisans d'Andry Rajoelina suite à la motion de censure initiée par ces derniers. Si les partisans de l'ancien président de la transition ne renoncent pas à leur projet, une pétition signée par 101 députés, soit 2/3 des 151 députés du Parlement, s'oppose aujourd'hui à la motion de censure. Le projet de motion de censure initié par le MAPA, parti d'Andry Rajoelina, et dirigé au sein de l'Assemblée nationale par Christine Razanamaso, donc l'ancienne garde des Sceaux sur la transition, n'a pas obtenu l'adhésion de la majorité requise pour passer. Si dans un premier temps, ils ont affirmé avoir déjà récolté plus de la moitié des voix requises, les représentants de la plateforme majoritaire, donc présidentielle, a, lors d'une conférence de presse, brandi une liste de 101 députés rejetant cette motion. Un chiffre qui, semble-t-il, aujourd'hui est passé à 109 députés. Les divergences au sein de la classe politique malgache restent fortes. Si certains partis ou courants politiques ont choisi de rester dans l'opposition, d'autres continuent d'apporter leur soutien au gouvernement. Globalement, nous avons les soutiens purs et durs de l'ancien président de la transition d'un côté et ceux qui soutiennent les actions du gouvernement de l'autre. Aucun de ces groupes ne fait partie de l'opposition. Même le MMM de l'ancien candidat à la présidence, Alzo Njenanarbel, dont le seul ministre présent au sein du gouvernement s'est vu abroger la nomination, donc mercredi dernier, continue de soutenir le gouvernement dirigé par Kool Roger. Si Mark Ravalman en appelait les gens de sa mouvance à rejoindre l'opposition, seule une dizaine d'entre eux ont suivi ses ordres, les autres préférant rester au sein de la plateforme majoritaire. Il existe donc au sein de plusieurs groupes politiques des divergences de courants et d'opinions, notamment au sein de la majorité, mais pour la plupart, le mot d'ordre est de laisser le gouvernement faire son travail. C'est la 4e fois que le gouvernement du Premier ministre Roger Kolo est menacé de motion de censure en 6 mois de fonction. À chaque tentative, les autorités trouvent un moyen de la contourner, mais pour combien de temps encore? Car pour le groupe parlementaire MAPAR, la bataille semble encore loin d'être finie. Dans l'actualité également, élections législatives ce dimanche en Tunisie. Près de 5,3 millions d'électeurs sont appelés aux urnes dans 33 circonscriptions afin d'élire 217 députés parmi quelques 1300 candidats. Les Tunisiens de l'étranger, pour leur part, votent depuis vendredi. Il s'agit là des premières législatives depuis la révolution de 2011, un scrutin crucial pour lequel un important dispositif de sécurité a été mis en place. 80 000 policiers militaires doivent être déployés sur l'ensemble du territoire pour assurer le bon déroulement de ces élections qui seront suivies le 23 novembre prochain d'une élection présidentielle. État d'urgence sur une partie du nord et du centre du Sinaï en Égypte. Il a été décrété ce samedi par le gouvernement en réaction à l'attentat suicide survenu vendredi et qui a coûté la vie à 30 soldats. Il s'étend sur une période de 3 mois et s'accompagne d'un couvre-feu de 15 à 3 heures GMT à Nanfaro. L'état d'urgence a débuté ce samedi à 5 heures du matin. Selon un communiqué de la présidence égyptienne, il s'accompagne d'un couvre-feu et se maintiendra pour une durée de 3 mois. La décision des autorités égyptiennes fait suite à l'attentat de ce vendredi. Un kamikaze a tué 28 soldats en précipitant sa voiture bourrée d'explosifs contre un barrage de l'armée dans le nord du Sinaï.
Donc l'armée est considérée comme le protecteur de la nation. Et de ce point de vue-là, cette frappe met à mal toute la politique de Al-Sisi qui essaye de faire passer la solution sécuritaire. Et de ce point de vue-là, les Égyptiens commencent à avoir donc un sentiment de panique. Le choc est majeur en Égypte avec la perte de 26 soldats et qui couronne en fait une série d'attentats à la bombe ici et là, mais aussi notamment au sein même de l'université de Caire. Mercredi, au moins 6 policiers et 3 passants ont été blessés par l'explosion d'une bombe devant l'université du Caire. D'abord cantonnés au nord du Sinaï, les attentats ont gagné le delta du Nil et la capitale égyptienne. Beaucoup de voix se lèvent maintenant, à l'heure actuelle, pour demander l'établissement d'état d'urgence dans tout le pays. Rappelons que c'est sur ce point-là que la révolution de 2011 était déclenchée pour demander l'arrêt de l'état d'urgence. Cela fait une pression sans précédent sur le gouvernement, mais aussi sur le président Al-Sisi. Petit à petit, l'inquiétude est majeure et les conséquences sont assez grandes, à la fois sur le secteur économique, mais aussi touristique en Égypte. L'Égypte est le théâtre d'une vague d'attentats depuis que l'armée a destitué et arrêté le président Mohamed Morsi en juillet 2013. Ces attentats sont le plus souvent revendiqués par des groupes djihadistes en représailles à la répression sanglante qui s'est abattue depuis plus d'1 an sur les pro-Morsi. L'attentat de vendredi est l'un des plus meurtriers des dernières semaines. La maladie qui affecte l'herbe à l'éléphant menace l'agriculture en Ouganda. Cette plante est victime d'une bactérie qui menace également la culture de bananes. Les chercheurs du pays et de la sous-région tentent de trouver des solutions pour venir en aide aux agriculteurs. Ibrahim Diaye. Comment rentabiliser la production agricole en Ouganda? C'est une problématique qui hante le sommet des agriculteurs et des chercheurs du pays et de la sous-région. En Ouganda, le secteur agricole reste fondamental car il est la principale source de moyens d'existence et d'emploi pour plus de 60% de la population. Des chercheurs de différents pays sont réunis pour trouver une solution à une maladie qui atteint l'herbe à éléphant et entraîne de nombreuses pertes chez les agriculteurs. Grâce au travail effectué par des chercheurs, une solution a été trouvée. Cette herbe m'a beaucoup aidé. Avant, mes vaches avaient des problèmes d'alimentation. Je vendais moins de lait. Mais maintenant, la production a augmenté grâce à une bonne alimentation. Nous obtenons aussi de l'argent pour un usage domestique. Je conseille cette herbe aux autres agriculteurs. Je tiens également à en planter pour mes vaches car il ne prend pas beaucoup de zone. Il y a environ 6 ans, la maladie qui touchait l'herbe à éléphant était presque une menace pour la productivité et les agriculteurs perdaient des animaux car ils ne possédaient pas une alimentation adéquate. En même temps, les agriculteurs ne pouvaient pas vendre du lait en raison de l'alimentation inadéquate, de sorte que nous avions à importer du foin d'Amérique du Sud. La production de bananes est également menacée à travers le pays. La banane constitue 25% de l'aliment de base du pays et occupe une place importante dans l'économie de l'Ouganda. Une perte de plus de 500 millions de dollars par an est enregistrée à cause de la bactérie qui n'épargne pas non plus le secteur agricole. Vous voyez ces bananes, quand nous les importons, certaines sont endommagées par les bactéries. Donc si elles peuvent être améliorées de telle sorte que nous obtenons une nouvelle variété, ce serait vraiment mieux. Pour remédier à ce problème, la piste des plantes génétiquement modifiées est mise en avant. L'Organisation nationale de recherche est sur la bonne voie. Son objectif, récolter en 2016 le premier lot de la culture de bananes génétiquement modifiée aux grandes dames des écologistes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.